Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Au rugby, le sort d'une rencontre se joue parfois sur une action, un instant qui peut faire basculer un match, une carrière, un destin. Des exploits légendaires accomplis par des héros qui gravent au fer rouge leur nom dans l'histoire de ce sport. Aujourd'hui, on vous raconte la finale de Coupe du Monde la plus épique de tous les temps. La conclusion du parcours magistral d'une équipe d'Angleterre venue jusqu'en Australie pour conquérir le titre suprême. Une aventure personnifiée par les deux joyaux de la couronne britannique, Clive Woodward, le sélectionneur visionnaire, et Jonny Wilkinson, le prodige au pied d'or. Alors enfilez votre maillot de la rose, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Sydney Stadium en ce 22 novembre 2003. Vous êtes prêts? Let's go! I was so sure of what I wanted to be. I wanted to play for England, I wanted to be the kicker, I wanted to win a World Cup. La Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud marque l'entrée du rugby dans le monde professionnel. Les joueurs peuvent maintenant signer des contrats et donc faire de leur sport un métier. Mais le professionnalisme ne se résume pas à seulement être payé. C'est un mouvement d'évolution radicale de la discipline qui doit progresser tant d'un point de vue technique que tactique. Et plus que n'importe qui, Clive Woodward comprend cela. Lorsqu'il prend son poste en 1997, le sélectionneur anglais instaure une approche quasi scientifique du rugby et ambitionne de faire de la sélection britannique un véritable laboratoire. Il met en place des entraînements spécifiques pour chaque compartiment du jeu, supervisés par différents adjoints spécialisés. Pour la défense, la mêlée, les coups de pied, la condition physique et la stratégie. We want to be totally prepared, so you give the players every fighting chance of being successful in a tournament that's a once-in-a-lifetime opportunity, and that's my job. That's what I intend to do. We train so hard. Some of the most horrific training sessions I've ever had, running until you're being sick. It's a brutal environment to be in. Les résultats du 15 de la Rose suivent immédiatement. Les Anglais affichent un niveau de jeu exceptionnel. Woodward compte sur des joueurs d'expérience comme Greenwood, Dallaglio ou Johnson, mais il fait aussi confiance à la jeunesse en lançant notamment l'ailier supersonique Jason Robinson. Un soir d'avril 98, il envoie même un gamin d'à peine 18 ans sur la pelouse de Twickenham. Un certain Jonny Wilkinson. Wilkinson, all 24. It comes this way quickly, it must be a try. Cat to Wilkinson. Prize for England, Jonny Wilkinson. Très vite, Wilco s'impose comme un élément indispensable du groupe et même comme l'un des meilleurs du monde à son poste. En 4 ans, l'Angleterre rafle 3 tournois destination, dont un grand chelem impressionnant en 2003. Si la domination anglaise est bien établie sur le vieux continent, c'est une toute autre histoire face aux nations du Sud. L'humiliation 44-21 face à l'Afrique du Sud en quart de la Coupe du Monde 99 a laissé des traces. Mais là aussi, les choses commencent à changer. Forts de leur nouveau principe de jeu, les hommes de Woodward commencent à prendre la mesure de leurs rivaux du Sud. Entre la fin du 6 Nations 2001 et le Mondial 2003, le 15 de la Rose ne subit que 2 petits revers, à chaque fois face aux voisins français. Lorsqu'ils s'envolent pour la Coupe du Monde en Australie, les Anglais font même partie des favoris, au même titre que le pays hôte ou que les inévitables All Blacks. Mais si l'équipe menée par le capitaine Martin Johnson est ultra performante, le contexte de Coupe du Monde reste bien particulier et rien n'est joué d'avance. Mais pour l'emporter, Clive Woodward a sa petite idée en tête. Le sélectionneur engage la docteure Cheryl Calder, spécialiste de la vision, dans l'espoir de faire passer un cap mental et technique à ses athlètes. Sa démarche consiste à travailler les réflexes, améliorer les temps de réaction et renforcer la concentration. Tout ça avec l'objectif d'optimiser le moindre détail pour perfectionner l'individu et ainsi bonifier le collectif. And then Cheryl just started to introduce little skills and ideas that were really rugby related.
She persuaded me to start the warm-ups with tiny rugby balls. And then make it bigger. You'll start to catch the big ball very easily. I started thinking about Jonny Wilkinson when he kicks a goal. He's trying to focus on the smallest dot in the distance. You know, someone's bobble hat in the crowd. His whole focus is on this tiny little thing. La méthode Calder, c'est l'arme secrète de Woodward. C'est une véritable révolution silencieuse qui bouleverse les habitudes de la sélection anglaise, avec tout un suivi scientifique mis en place, basé sur des analyses physiques et psychologiques poussées. Au début, les joueurs ne prennent pas ces nouveautés très au sérieux et les tabloïds se moquent du zèle affiché par Woodward et son staff. Tout cela ne reste que de l'entraînement après tout. La fédération anglaise aurait même investi plus de 4 millions de livres rien que dans la préparation de cette Coupe du Monde. Une somme exorbitante à l'époque, mais qui montre bien le soutien de la fédération envers son sélectionneur. Pour mettre toutes les chances de son côté, le 15 de la Rose a innové, mais maintenant, il faut confirmer sur le terrain. We'll wait to get the timing absolutely right for everyone around the world. But now we're underway. And to play back. The end of a thoroughly entertaining game. Wilkinson et sa bande entament la compétition en humiliant la Géorgie 84-6 avant de retrouver l'Afrique du Sud, le bourreau de 99, dans le choc du groupe C. Le vainqueur sera quasi assuré de terminer en tête de la poule et d'ainsi éviter les terribles All Blacks en quart. On dit que le diable se joue dans les détails, et ça, Clive Woodward le croit dur comme fer. En engageant le docteur Calder, il savait qu'il pourrait exploiter ces fameux détails à son avantage. I'm convinced Cheryl had a huge influence on England. Not only did she teach us training, but she taught the second rows Afrikaans. Les Anglais dominent la rencontre et l'emportent largement 25-6. Un grand Kieran Bracken, l'insaisissable Will Greenwood et Jonny Wilkinson se mettent en évidence. Le plus dur est fait et le 15 de la Rose déroule pour assurer la première place de son groupe. Just looking around the players and just saying, wow, you know, they're just an amazing group of players. He got himself into great shape, physically, mentally. And I think we were peaking at the right moment in time. En quart de finale, c'est une affiche 100% britannique. Angleterre, Pays de Galles. Le 15 du Poireau n'a plus battu les Anglais depuis 4 ans, mais dans un Suncorp Stadium de Brisbane teinté de rouge, les hommes de Steve Hansen veulent créer l'exploit. Trop sur deux, les Anglais sont cueillis à froid par des Gallois valeureux et surmotivés. Wilco passe complètement à côté de sa première mi-temps. C'est à ce moment-là que le 15 de la Rose comprend que son plus grand adversaire dans ce tournoi sera lui-même. À la pause, le score est de 10-3 pour le Pays de Galles. En seconde période, les Anglais retrouvent des couleurs. Un essai de Greenwood sur une magnifique percée de Jason Robinson et des points précieux offerts par le Golden Boot permettent au 15 de la Rose de poursuivre son aventure dans cette Coupe du Monde. It came off with people being angry and upset with the performance more than happy to be in a World Cup semi-final. How could we do that? How could we play that badly? And we've got this winning mentality, even though we aren't playing, when we haven't been playing well, we're still winning, and we're confident we can keep that winning record going on Sunday night. Après avoir défait l'ami gallois, l'Angleterre doit faire tomber l'ennemi français, la seule nation capable de les battre depuis 2001. Game is over by half time. No one's battered them. Respect this team, but no more. Let's be very clear where we've come from. If we get stuck in things right tomorrow, we can absolutely batter this team. Pour ce crunch au sommet, les Bleus comptent bien montrer qui est la meilleure nation européenne. L'armada tricolore, menée par Fabien Galtier et ses lieutenants Fabien Pelous, Olivier Magne ou encore Serge Betsen, compte bien museler le numéro 10 prodige dont les Roastbeef sont si fiers. Les garçons de Clive Woodward, qui prennent cette fois la rencontre très au sérieux, livrent leur meilleure prestation du tournoi. Agressifs et dominateurs dans toutes les phases de jeu, ils resserrent inéluctablement l'étau sur les Français. Et pour parachever cette œuvre, le 15 de la Rose sait qu'il peut compter sur son arme fatale, un Jonny Wilkinson des grands soirs. 5 pénalités réussies, 3 drops et la totalité des points anglais marqués par le Golden Boot. Score final, 24-7. L'Angleterre assoit officiellement sa domination sur le vieux continent, mais les hommes de Woodward rêvent beaucoup plus grand. Ils veulent soulever la coupe, et rien d'autre. Mais pour ça, il va falloir battre l'Australie, tombeuse des All Blacks en demi-finale. Now Wednesday, we're on the plane home. This World Cup is over now. Can't be anything better than spending 24 hours on a plane, trying back to England with that cup. Maintenant c'est l'heure de la finale tant attendue entre deux grandes équipes.
l'équipe d'Australie tenante du titre, qui est la première à défendre ses chances, et l'équipe d'Angleterre, qui fait peur à tout le monde en cette année 2003. Les Wallabies, menés par l'indéboulonnable charnière Gregan Larkham, s'apprêtent à jouer leur 3e finale de Coupe du Monde d'affilée. Et cette fois, ils vont la jouer à la maison. Un défi à la hauteur des ambitions britanniques. Les Anglais sont animés par un désir de revanche. Ils n'ont toujours pas digéré la défaite en finale de la Coupe du Monde 91, chez eux, à Twickenham. Ils n'en peuvent plus de la suffisance, pire, de l'arrogance de ces pays du Sud qui finissent toujours par l'emporter. C'est l'heure de prouver que le jeu moderne proposé par Wilkinson et ses coéquipiers est bel et bien supérieur. Mais les Wallabies sont old school, et leur foi en leur défense infranchissable est absolue. Cette finale, c'est l'innovation et la préparation anglaise contre la confiance australienne. Le Sud n'a que faire des prétendus progrès britanniques. Ce n'est pas aujourd'hui que les Wallabies d'Eddie Jones vont être déchus de leur statut de superpuissance du rugby, surtout après avoir fait tomber les terribles All Blacks au tour précédent. Le choc entre les 2 premiers du classement mondial se prépare dans un stadium de Sydney chauffé à blanc par les 82 000 spectateurs présents sur place. Mais le scénario commence de la pire des façons pour la sélection de Clive Woodward. You ready, White? It's Johnny Wilkinson. Ready, Colleen? To begin the final game. Australia still have it. Mortlock's out wide. Here comes Dakiri. He's only got to take it. Lockie! First day Australia! La rencontre vient à peine de débuter quand Stéphane Larkham envoie déjà Lote Tuqiri sur orbite. Un essai encaissé dès l'entame sur une erreur de Jason Robinson. Une vraie douche froide, mais en frappant le poteau sur la transformation, Elton Fletchley limite les dégâts. 5-0 pour l'Australie. Quelques minutes plus tard, les Blancs obtiennent une pénalité à 50 mètres. Une formalité pour Mr. Wilkinson. La mécanique du Golden Boot est parfaitement huilée. Quelques pas d'élan qui forment un J, une posture iconique, fesses en arrière, mains jointes, le regard vers l'objectif, le ballon, les poteaux, puis le coup de pied. Distance is never a problem. The touch judges are happy. 2 points the difference at Telstra Stadium. Qu'importe la distance, qu'importe le positionnement, qu'importe la pression, quand Johnny Wilkinson bute, c'est toujours entre les poteaux. Peu à peu, le 15 de la Rose reprend le match en main. Les joueurs anglais répondent au défi physique des Wallabies avec panache. Mike, le frigo Tyndall, soulève le capitaine australien qui a la réputation d'être un peu trop bavard. Les Blancs se créent de plus en plus d'opportunités, sans pour autant parvenir à les concrétiser. Leur frustration est estompée par l'efficacité de Wilco. Imperturbable, le métronome anglais passe 3 pénalités en première mi-temps. L'enfant chéri du royaume a tout un peuple derrière lui. Alors quand il est mis KO sur un contact avec le jeune 3/4 Matt Guiteau, les sujets de sa majesté frôlent l'arrêt cardiaque. Heureusement, le numéro 10 se relève très vite. On oublie parfois la solidité de l'ouvreur des Falcons, aussi robuste que technique. Hors de question de louper une minute de sa Coupe du Monde, de sa finale. Tous ses rêves convergent vers ce moment. Il est venu au monde pour gagner. Depuis qu'il a l'âge de tenir un ballon entre les mains, il travaille sans relâche pour soulever cette coupe. Juste avant la pause, Jason Robinson se fait pardonner en inscrivant un essai. Une action décisive qui permet aux Anglais de prendre 9 points d'avance. Pour une fois, Wilkinson loupe la transformation. On est presque surpris de constater qu'il est humain. Whatever you're feeling, we always run off full of energy at half-time. I looked at them, they walked off, they looked tired, physically, mentally tired. We're going to blow these guys away. Famous last words, you know, half-time, I think we've got these. Les Anglais sont trop sur d'eux. Ils ont déjà la tête dans les étoiles. Les Wallabies vont vite les ramener sur terre. Dès le retour des vestiaires, Fletchley, qui tournait à 0/2 en première mi-temps, ajuste la mire et réduit l'écart sur pénalité. La physionomie de la rencontre est en train de basculer complètement. Les Australiens relèvent la tête, poussés par un public en fusion. Et Fletchley récidive pour revenir à 3 petits points. La seconde période est à sens unique. Submergés, les Anglais ne respirent plus pendant 40 minutes. Ils subissent, souffrent et ne parviennent à marquer aucun point. À court d'idées, ils commettent une faute dans les arrêts de jeu. Fletchley
à la prolongation au bout du pied. 20 millions d'Australiens comptent sur le buteur des Queensland Reds. Il n'a certes pas la même aura qu'un Wilkinson, mais en termes de sang-froid, le garçon se pose là. He kicked the first penalty goal of Rugby World Cup 2003, but this is the most important of all. It's extra time, 14-all, only seconds remaining on the clock. Elton Flatley, heroic kick under intense pressure. 14 partout. Pour la première fois de l'histoire, le sort d'une finale de Coupe du Monde va se jouer lors des prolongations. Les hommes de Clive Woodward sont en mauvaise posture. Ils viennent de prendre un sérieux coup à la tête. Pourtant, ils ne se laissent pas abattre. Ils savent de quoi ils sont capables. Pas question de perdre confiance. Chacun connaît son rôle et sait ce qu'il doit faire pour emporter la victoire. Les Anglais ont un atout maître. La science du sport est de leur côté. C'est maintenant que les 3 préceptes du Dr Calder doivent porter leurs fruits. Résister à la pression, réagir vite et surtout, garder son sang-froid. I remember looking around and thinking, we'll win. Just be accurate, retain the ball, keep the pressure on them, and the opportunities will come. Don't force anything, just play as we go. And this is where the fitness that these players have been doing over the last 6 or 8 months comes to the fore. Extra time. In every facet of play. And it was a free-for-all in the line-outs. Dès la reprise, les Anglais obtiennent une pénalité. Évidemment, c'est Johnny qui s'en charge. C'est un tir difficile, mais Wilco en a tapé des milliers comme celui-ci. Tant d'heures passées à frapper dans le ballon après l'entraînement. C'est devenu une seconde nature. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut défaillir. If it's still level, then it becomes sudden death. Wilkinson has got the distance. Unbelievable! Ça passe. 17-14 pour l'Angleterre. La bataille fait rage pendant tout le reste de la prolongation. Les organismes sont à bout après plus d'1 mois de compétition, mais personne ne lâche. L'acharnement des Wallabies finit par payer. L'arbitre siffle une pénalité en leur faveur à 3 minutes de la fin. Toute la pression est encore sur les épaules de Flatley. Mais comme son homologue britannique, son pied ne tremble pas. Il reste 90 secondes à jouer et l'issue de la Coupe du Monde est toujours aussi incertaine. Martin Johnson et ses coéquipiers sont calmes. Ils ont retenu les leçons du Dr Calder. Résister à la pression, agir vite et bien, et surtout, garder son sang-froid. Un journaliste anglais disait de Wilkinson qu'il coule assez de glace dans ses veines pour faire couler un autre Titanic. Ce soir, ce sont les espoirs de toute l'Australie qu'il s'apprête à engloutir. I turned to Johnny like I have done hundreds of times and giving him the call. It was a very distinctive word that everyone could pick up in amongst all the carnage that is going on. Ball hits my hands and I'm not feeling it. The whole thing is taking place without me in it. It's the only kick I've ever done in my career where I haven't thought about it. Here it is for Johnny. Has he done it? He sure has. Heartbreaker for the Wallabies. Seconds remaining. Johnny Wilkinson, l'enfant chéri du royaume, le joyau de la couronne, offre la Coupe du Monde à l'Angleterre d'un drop du mauvais pied dans les ultimes secondes de la compétition. Enfant, qui ne s'est pas imaginé héros d'un tel scénario? Qui ne s'est pas amusé en le rejoignant dans son jardin? Wilco vient de le vivre et son jardin à lui, c'est le Sydney Stadium. L'Angleterre est championne du monde. Elle devient la première et la seule nation de l'hémisphère nord à réussir un tel exploit. Les joueurs anglais laissent exploser leur joie. Même Clive Woodward, d'habitude si impassible, ne peut retenir ses émotions. Il vient de montrer à la planète rugby qu'il est un grand entraîneur, que ses méthodes avant-gardistes ne sont pas que de la poudre aux yeux. Il ne le sait pas encore, mais il vient de permettre au rugby de faire un pas de géant vers le monde professionnel, vers le futur. A true gladiator. David Kirk, Nick Farr-Jones, Francois Pienaar, John Eales, and now Martin Johnson. It's the most incredible thing. All the ups, all the downs, all the goals written down, ticking them off one by one, and this is the one that probably I never thought I'd ever be able to tick off. À partir de ce moment, les travaux du Dr Calder sont pris très au sérieux. Elle aidera même son pays natal, l'Afrique du Sud,
a remporté une Coupe du Monde 4 ans plus tard. Son travail aura une influence majeure sur la préparation des athlètes de haut niveau, bien au-delà du rugby. Wilkinson, quant à lui, termine meilleur marqueur de la compétition. Il est logiquement élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et même meilleur joueur du monde quelques mois plus tard, avant de recevoir la distinction suprême, la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Il faudra désormais l'appeler Sir Johnny Wilkinson. Une récompense méritée pour saluer une performance stratosphérique. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont permis aux prodiges de tant briller. Le 15 de la Rose fait son retour au pays en héros. Invité à Buckingham Palace, il réalise qu'à la manière de Queen Elizabeth, l'équipe d'Angleterre, elle aussi, règne désormais sur la planète rugby. We've been through all the highs together, we've been through all the lows, we've lived in each other's pockets, you know, probably spent more time in the 2 years leading up to that tournament than I'd spent with my family. You know, seeing all the bad times, you know, it means it's much more than just rugby. You never will forget that moment, especially when Johnson lifted the cup. That to me was just the moment where you just go, wow, that's it, done it. Swing low, sweet jazz.